tout de suite, notre grand angle. Et nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jules Sergueï Fediounine. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politiste, chercheur post-doctorant à l'université d'Oslo en Norvège et vous publiez aux éditions Kalman Levy un ouvrage intitulé « Les nationalismes russes gouvernés, mobilisés, contestés dans la Russie en guerre ». Un livre dans lequel vous dressez un constat qui est plutôt inquiétant pour les Européens. Vous dites que Vladimir Poutine ne semble aujourd'hui avoir d'autre objectif que de regagner tous les territoires historique de l'ex-URSS. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'agression de l'Ukraine, l'agression russe ne s'arrêtera pas à l'Ukraine comme le craignent la plupart des pays européens aujourd'hui? Bonsoir et merci pour votre invitation. Effectivement, c'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui, vu cette guerre qui s'est enlisée et qui c'est déjà la 3e année de cette guerre qui est en cours. Et il y a eu beaucoup de discours, beaucoup de spéculations, si on peut dire, sur les véritables raisons qui ont affecté, qui ont déterminé l'action russe en Ukraine et donc cette politique agressive contre l'Ukraine. Justement, dans cet ouvrage, j'essaie de décortiquer le discours officiel russe en montrant que, de mon point de vue, il n'y a toujours pas de doctrine nationaliste bien cohérente chez les dirigeants russes, ce qui signifie que le régime souhaite garder une certaine marge de manœuvre sans adopter officiellement le programme maximaliste qui peut être avancé par les différents courants du nationalisme. Alors justement, vous parlez de nationalisme, le nationalisme d'ailleurs au pluriel, on va y revenir, mais est-ce qu'il ne serait pas plus juste de parler d'impérialisme russe aujourd'hui ? C'est un point important à souligner, car de mon point de vue, l'impérialisme et le nationalisme ne sont pas des forces antagoniques. C'est-à-dire que la Russie s'est développée en tant qu'une entité impériale, s'est construite principalement comme un empire territorial, fait d'un seul trait territorial sans véritable distinction entre métropole et colonie, mais en même temps, et ce depuis le XIXe siècle, on a pu observer une tentative de penser et de délimiter sur le plan géographique, culturel, linguistique, ethnique, une certaine nation russe au sein de cette entité impériale plus large. Et c'est donc ces tendances-là qui continuent à travailler la société russe sur le long terme. Sur le long terme, c'est vrai qu'aujourd'hui on assiste donc à une résurgence de ce nationalisme russe, notamment avec la guerre en Ukraine. Mais cette résurgence du nationalisme, ou en tout cas cette normalisation finalement de la droite radicale, on ne l'observe pas qu'en Russie. Il y a d'autres pays du monde qui sont concernés par ce phénomène, et notamment en Europe. La dynamique est-elle la même en Russie, ou est-ce qu'elle est différente par rapport au reste du monde? La dynamique est différente par rapport à l'Europe, tout au moins, puisque en Russie, on parle d'un régime très autoritaire qui a une conception plutôt gestionnaire, managériale de la politique, qui cherche à contrôler les différentes expressions, les différents mouvements politiques sans être intéressé par la concurrence de la part des mouvements politiques autonomes. C'est-à-dire que le Kremlin n'a pas forcément l'intérêt d'avoir des forces, y compris nationalistes, non seulement libérales ou de gauche, qui pourraient s'opposer ouvertement au régime, d'où une politique qui mène répression et instrumentalisation à la fois, y compris à l'égard des différentes expressions du nationalisme. Et c'est ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous nous rappelez effectivement qu'en Russie, il a existé des mouvements nationalistes qui n'étaient pas forcément pro-Poutine. Et Vladimir Poutine a réussi, depuis son accession à la présidence en 2000, à s'en débarrasser progressivement. Comment s'y est-il pris? Avec quelle méthode? Les méthodes qui ont été utilisées relèvent de dispositifs législatifs et judiciaires, principalement. L'exclusion des partis ou des mouvements nationalistes d'opposition qui tenaient tête ouvertement au régime, qui le classait de multinational, de peu soucieux des intérêts de la majorité ethnique, ont été donc exclus, parfois classés comme extrémistes, mais dans tous les cas, le régime a retiré
l'autorisation d'être enregistré en tant que mouvement capable de participer à la politique électorale. Donc c'est par cette exclusion d'une part que cela s'est passé, mais il y a eu aussi une tentative de fidéliser un certain nombre de mouvements nationalistes, et notamment le Parti communiste ou bien le mal nommé Parti libéral-démocrate de feu Vladimir Zhirinovski, en tant qu'opposition systémique qui est de facto allié du régime, tout en mobilisant un certain discours nationaliste bien protéiforme, mais en aucun cas opposé au régime et à Vladimir Poutine personnellement. Et c'est une stratégie qui d'ailleurs s'est avérée plutôt payante pour Vladimir Poutine, puisque ça lui a permis d'une certaine manière d'ériger comme grand ennemi des Russes l'Occident, de désigner l'Occident comme l'ennemi de la nation russe. Oui, c'est quelque chose qui s'est construit à travers le temps, parce qu'il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine, au début de sa longue présidence, a été considéré, y compris par ses opposants, dont les communistes, comme un homme d'État parfaitement libéral, qui entretenait de bonnes relations avec les chefs d'État, de gouvernement en Occident, et qui menait et continue dans un certain sens, jusqu'à un certain point, une politique économique plutôt libérale ou néolibérale, même s'il y a eu une forme d'étatisme qui s'est imposée avec le temps, avec d'autres sources de légitimation pour ce régime, dont la mobilisation des valeurs conservatrices dites traditionnelles, plus bien sûr la mobilisation de cette ressource nationaliste, tout particulièrement dans le cadre, dans le contexte de la guerre en Ukraine depuis 2014. Alors justement, dans votre livre, vous montrez comment la guerre en Ukraine et notamment l'offensive de 2022 a finalement radicalement transformé cette galaxie nationaliste russe en lui donnant à la fois une nouvelle vigueur, un nouveau souffle et aussi de nouveaux visages. Alors qui sont aujourd'hui en Russie les visages de cette galaxie nationaliste, et surtout est-ce que les jeunes générations adhèrent à cette pensée nationaliste ou à ces courants de pensée nationaliste ? Alors, cette galaxie, comme le nom l'indique, est plurielle, est constituée d'acteurs qui sont très différents, qui portent des agendas idéologiques fort variés, qui peuvent s'opposer à cette guerre pour une minorité d'entre eux, parfois depuis l'émigration, voire... Pourquoi ceux qui s'opposent à cette guerre s'y opposent, justement ? Pour différentes raisons. Certains pensent que cette guerre a été mal préparée, donc ils n'étaient pas forcément opposés à la possibilité d'invasion de l'Ukraine. D'autres pensent que c'est quelque chose de catastrophique, c'est un scénario catastrophique pour des raisons de destruction de deux populations slaves et blanches. Donc on voit une certaine tendance raciste chez une partie de ces acteurs nationalistes, mais majoritairement, notamment ceux qui sont restés en Russie et ceux qui ont été et restent loyaux au Kremlin, ont soutenu bien entendu l'invasion en devenant les porte-parole d'un paradigme, d'un programme plus radical encore que celui du Kremlin, en appelant d'aller plus loin et de frapper plus fort en Ukraine, en proclamant la loi martiale au sein même de la Russie, en déclarant la mobilisation générale et en adoptant des mesures qui transformeraient l'économie russe en une véritable économie de guerre pour rapporter justement cette guerre, pour assurer pour la Russie une certaine victoire. Concernant le soutien dans la population et notamment dans la jeunesse russe envers ces acteurs nationalistes, il est très difficile de le dire. Je pense que l'attitude qui reste dominante au sein de la société russe est celle d'une apathie, d'une certaine indifférence, d'une volonté de ne pas s'intéresser à ce qui se passe, en tout cas de se cacher dans la vie de tous les jours. Se cacher dans la vie de tous les jours, ne pas s'intéresser à ce qui se passe. En même temps, on voit bien, et ça c'est une réalité, l'armée russe, aujourd'hui, elle a du mal à recruter. Elle a du mal à recruter pour deux raisons. D'une part, que l'adhésion n'est pas totale. Il y a peut-être une forme de patriotisme, mais enfin, il a quand même ses limites. Justement, ça veut dire que d'une part, le régime ne souhaite pas mobiliser
par crainte sans doute d'une certaine contestation sociale. Cette crainte étant, de mon point de vue, parfaitement justifiée, parce qu'on ne voit pas beaucoup d'enthousiasme, surtout parmi les jeunes qui sont des potentiels mobilisables, pour aller combattre et défendre la cause promue par le régime, celle de la patrie, de la grandeur de la Russie, qu'il serait nécessaire de restaurer. L'armée ukrainienne a lancé récemment et mène toujours une offensive militaire dans la région russe de Koursk. Est-ce que le fait que l'armée ukrainienne pénètre au sein du territoire russe, ça a contribué à raviver le nationalisme russe ou pas nécessairement ? Cela produit de l'inquiétude et cela renforce des sentiments de rage, en tout cas dans cette partie qui est de mon point de vue minoritaire de l'opinion russe, très pro-guerre, qui pense qu'il faut renforcer l'effort de guerre et ne surtout pas céder à la tentative, à des stratégies de négociation qui mettrait mettrait fin à ce conflit. Cela ravive surtout une inquiétude, comme je l'ai dit, qui peut renforcer chez certaines personnes en Russie un ressentiment vis-à-vis de l'Occident également, qui est, comme tout le monde le sait, assiste l'Ukraine militairement et financièrement. Et évidemment, tout cela est relayé constamment au sein de la Russie par la propagande d'État, par tous les médias contrôlés par l'État. Ce qu'il faut rappeler, c'est que l'Ukraine a toujours aussi occupé une place assez spéciale dans l'imaginaire national et nationaliste russe. Comment est-ce qu'aujourd'hui les nationalistes russes envisagent la fin de la guerre avec l'Ukraine ? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui réfléchissent à de véritables scénarios qu'on pourrait considérer comme réalistes, puisque, comme je l'ai dit, il y en a ceux qui adhèrent à un certain programme maximaliste. Donc, il faut remporter cette guerre en occupant un maximum de territoire de l'Ukraine, en intégrant, mais ils disent, un maximum de population ukrainienne, considérée souvent par ces acteurs comme tout simplement russe. D'autres qui pensent qu'il faudrait justement limiter les dégâts, mais en aucun cas, sauf tous ceux qui se sont opposés au régime, et ceux depuis longtemps, voire qui ont pris même les armes pour combattre le régime russe, parfois au sein des armées ukrainiennes. Donc la majorité de ces nationalistes, elles cherchent à éviter ce qui pourrait être considéré comme une défaite de la Russie, comme un affaiblissement de la Russie pouvant être provoqué donc par l'engagement militaire en Ukraine et pour l'enlisement. Donc si je vous suis bien, ça veut dire que l'Ukraine devra nécessairement, pour que la guerre s'achève, céder une partie de son territoire à la Russie. Il ne peut pas en être autrement. Du point de vue de la plupart des nationalistes russes, oui, bien entendu, et même du point de vue du Kremlin. En tout cas, à en juger les messages qu'on a reçus plus récemment, et tout en sachant que le régime a instrumentalisé la rhétorique nationaliste qui se révèle engageante, n'est-ce pas? Une fois qu'on a dit, que le régime a dit qu'il protégeait les populations russes ethniquement ou russophones en Ukraine, il ne peut pas juste lâcher et oublier cet agenda. Il doit donc apporter certains résultats pour rester crédible aux yeux de la population russe. Rester crédible aux yeux de la population russe. Et pour Volodymyr Zelensky, il s'agit évidemment de rester crédible aussi auprès de la population ukrainienne. Le président ukrainien dit, lui, espérer que le président des États-Unis, Joe Biden, soutiendra son plan pour finir la guerre avec la Russie. Finir la guerre, ça veut dire quoi du point de vue de Volodymyr Zelensky ? Volodymyr Zelensky est un président de guerre en Ukraine qui ne peut pas évidemment marchander le territoire national. Donc l'objectif affiché ouvertement reste le même depuis les débuts de ce conflit, à savoir retrouver les frontières internationalement reconnues de l'Ukraine, y compris la Crimée annexée en 2014 par la Russie. Mais en pratique,
on verra ce que les négociations qui se préparent, de toute évidence, pourraient apporter, tout en sachant que pour la Russie, il serait inacceptable justement de perdre la Crimée et vraisemblablement le Donbass, voire certains territoires occupés au sud de l'Ukraine. Merci beaucoup, Jules-Sergueï Fédionine, politiste. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les nationalismes russes, gouverner, mobiliser et contester dans la Russie en guerre. C'est un livre à retrouver aux éditions Kalman Levy. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.